Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous allons commencer le cours. Donc, je vais partager l'écran. Donc, la dernière fois, Bdina l'exercice 7. Normalement, Bdina. Donc, rappelez-moi juste si on a fait le... Donc, on est dans la série 4. Zo 7. Donc, essayez de mettre l'exercice 7 sous vos yeux, s'il vous plaît. Est-ce que vous me recevez? Oui, madame, on arrive à vous entendre. Très bien. Dina l'exercice 7 la dernière fois, au moment de Dina. On a fait les premières questions. Oui, madame, on avait commencé. D'accord. Ok, donc on termine l'exercice 7. S'il vous plaît, l'administration, est-ce que ça sera du présentiel ou la mazal? Normalement, on rentre le 3. Normalement. Le 3, d'accord. Donc on va... on n'est pas encore sûr, on n'a pas encore reçu de confirmation. D'accord, donc je vais essayer de contacter l'administration pour savoir si on continuera en ligne la semaine prochaine et on rentre le 3 ou là, non, on rentre... parce que comme le concours de doctorat de je ne sais pas s'il y a eu des modifs ou pas. De toutes les manières, je vous contacterai, je vous confirmerai. Alors, donc, il y a le point, ou le point tanit, bon, on va le traiter après. Pour mercredi prochain aussi, je risque de ne pas faire cours. Donc, cette semaine, les cours. Mais un enseignant qui va vous libérer ou là qui m'a semaine à cette semaine, non. Normalement, on aura tous les cours. Normal. Jeudi, 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 c'est notre journée libre, madame. D'accord, ok, donc je ne la touche pas. Ok. Et mardi, demain, vous êtes libre demain? On a un créneau de 11h20 jusqu'à 1h, mais genre, si on vous donne ce créneau, on aura une journée de 8h jusqu'à 16h sans arrêt. Ah, une pause. On a juste une pause on a un creux d'1h30 pendant toute la journée. D'accord. Ok, classe. Donc, on peut, vous voulez ajouter une séance, c'est ça? On peut le faire samedi, si vous voulez. Samedi. Samedi ou là? نقرأ samedi, mais elle n'est pas chargée la journée du samedi. On verra. Donc on peut ajouter une séance samedi si vous voulez. Même si ce n'est pas une séance de 1h30, pour le cours. D'accord. Oui, madame. Sinon, vous pouvez toujours enregistrer le cours et on va le voir. Hein. Si vraiment on n'arrive pas à trouver de séance. D'accord. Donc soit نديروه samedi, ندير لكم ساعة برك ماشي ساعة ونص pour entamer un nouveau chapitre. D'accord. Chapitre 2. Soit je vous rajoute 1h samedi, soit on va voir comment on fait. D'accord. Probablement samedi, on verra. Parce que le mercredi, je vais vous confirmer à la mardi soir. Je vous confirme. Mais il se pourrait que mercredi. Allez, donc on verra quand est-ce qu'on pourra passer le cours. D'accord, madame. D'accord, ok. Donc, sans plus tarder, donc on va continuer l'exercice 7 donc de la série. Alors, dans l'exercice 7, donc on avait le schéma suivant. Dans le schéma HADA, donc on a deux LAN. Le réseau 1, c'est un réseau Ethernet, d'accord? Et le réseau 2, c'est un réseau Token Ring. Ils sont tous les deux connectés à un équipement et cet équipement fournit une connexion à Internet.
Donc, la première question de l'exercice 7. La première question donc, de l'exercice 7. La première question, c'était de proposer un équipement qui permet de connecter le réseau 1, un réseau Ethernet, mais le réseau 2, le Token Ring. Bon, si on n'avait pas la connexion à Internet, on aurait pu proposer un pont du moment que les deux LAN sont deux LAN différents, c'est-à-dire ils ont deux méthodes d'accès différentes et donc deux normes différentes. Mais puisqu'on a un accès vers Internet, donc on a dit on va proposer un routeur, c'est-à-dire que là, il nous faut un routeur. Pourquoi? Parce qu'on a deux réseaux différents, d'accord, plus un accès vers Internet. Donc, il nous faut de manière impérative un routeur. Dans la deuxième question, on nous a demandé de donner le type du support de communication possible et les normes utilisées dans les deux réseaux locaux, ainsi que les types de trames. Donc, pour le LAN 1, on sait que les réseaux Ethernet, ils sont normalisés I3E 802.3. Le type de trame qu'ils échangent, c'est des trames Ethernet. Donc, le réseau, c'est soit un réseau en bus, avec soit en une topologie en bus, avec comme câblage câble coaxial, donc épais ou fin, ou bien un réseau en étoile, en utilisant des switches et la paire torsadée. Pour le deuxième réseau, c'est la norme I3E 802.5, donc c'est la norme Token Ring. Et ça peut être soit, donc la topologie TAO, c'est de l'anneau. Ça peut être soit un anneau construit avec de la paire torsadée, ou bien de la fibre optique, comme pour les réseaux FDDI. Alors, au niveau de la troisième question, donc je vais revenir sur le schéma juste pour expliquer la troisième question. Au niveau de la troisième question, donc vous avez une machine B du réseau 1 qui souhaite connecter ou là, qui souhaite communiquer avec le serveur web qui, lui, se trouve dans un autre sous-réseau. Et on nous dit que l'administrateur, il l'a configuré avec l'adresse 25.10.1.130. Donc, la machine B a l'adresse 25.10.1.130 et un masque de réseau, les HUA 255.0.0.0, c'est-à-dire un /8, sans définir de passerelle. Donc, on n'a pas mis de gateway pour la machine B. Est-il possible d'établir cette communication? Et s'il y a un problème, donc il faut dire s'il y a un problème, il faut dire, et quelles sont les possibilités pour régler ce problème? Donc d'abord, premièrement, il fallait d'abord régler le problème de connectivité. Je m'intéresse le problème de connectivité, assurer qu'il y a un ping réussi entre la machine B et la machine W. Pour pouvoir réussir le ping entre la machine B et la machine W, il faut d'abord définir le bon masque. L'adresse IP, elle est bonne, c'est l'adresse IP du réseau 25.10.1.0. On a donné la combinaison 25.10.1.130, c'est bon. On a respecté le masque, le ID réseau, c'est toujours le même, le 25.10.1. D'accord? On a pris un ID réseau, les HUA 25.10.1, donc c'est bon, il appartient au réseau les Andna. La combinaison, la partie haute, on a mis 130, c'est bon. C'est une adresse qu'on peut donner à une machine. C'est ni une adresse d'un LAN, ni une adresse de diffusion. Donc, une carte réseau peut contenir de l'adresse IP sans problème. Par contre, le problème, il est à quel niveau? Il est au niveau du masque. Parce que si deux machines au sein d'un même LAN ont deux masques différents, mais ils ne peuvent pas communiquer. Donc, déjà, première des choses, pour que la machine B déjà communique avec le serveur DNS qui est le même réseau,
il faut d'abord corriger le masque. Madame, on a utilisé un masque /24 pour toutes les autres machines. Donc, il faut utiliser le masque /24 aussi pour la machine B. Deuxième des choses, la machine qu'on veut pinguer se trouve dans un sous-réseau distant, c'est-à-dire qu'on doit passer par un routeur pour atteindre cette machine. Donc, il faut impérativement définir une gateway, une passerelle, parce que si on ne définit pas la passerelle, on ne pourra jamais pinguer le serveur web, d'accord? Donc, deuxième des choses, il faut configurer la gateway au niveau des protocoles TCP/IP de la machine B. Donc, les paramètres TCP/IP de la machine B. On va rajouter la gateway, la 25.10.1.1. Donc, jusqu'à présent, en faisant l'étape 1, 3.1 et 3.2, déjà le ping yimchi. En ayant donc le bon masque et la bonne passerelle, on peut assurer qu'il y a un ping qui va de B jusqu'à W et bien sûr un replay dans le sens contraire. Maintenant, sachant que le serveur W est un serveur web, d'accord, et la machine B, pour connecter ce serveur, elle va utiliser un navigateur web et elle va taper le nom du domaine, donc le www.ushb.dz. Ici, pour faire la conversion du nom en une adresse IP, il nous faut les services d'un serveur DNS, le Domain Name Service, d'accord, parce que c'est le serveur DNS, en ayant sa zone d'adresse IP, il pourra convertir les noms DOT en une adresse IP. Donc, les paramètres TCP/IP de la machine B, il faut rajouter l'adresse du serveur DNS. Le schéma, d'accord. L'adresse du serveur DNS, c'est la 25.10.1.33. Donc, la machine B, on va rajouter dans les paramètres TCP/IP, on va rajouter comme serveur DNS l'adresse IP du serveur X, le serveur DNS. Et à ce moment-là, en faisant les 3 étapes, d'accord, on pourra assurer que la machine B puisse consulter les pages web du serveur W. Donc, les 3 principales étapes. Donc, vous voyez comment on règle les problèmes. On règle les problèmes étape par étape. D'abord, il faut définir un bon masque. Alors, déjà, avec le bon masque, déjà, on peut assurer une connectivité intra-LAN, à l'intérieur du même LAN. La machine B peut communiquer avec le serveur DNS. Il nous faut le bon masque, sinon on ne pourra pas communiquer. Deuxième des choses, pour que la machine B puisse pinguer une machine distante, il faut qu'elle ait une gateway, parce que sans la gateway, elle ne peut pas traverser un routeur et elle ne peut pas donc communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est primordial d'avoir une gateway. Troisième des choses, pour pouvoir faire la conversion du nom d'hôte en une adresse IP, il faut faire appel au service d'un serveur DNS. D'accord? Et à ce moment-là, il faut préciser l'adresse IP du serveur DNS dans les paramètres TCP/IP de la machine B. Donc, les 3 étapes à suivre pour régler ce problème. Voilà, on va donc étape par étape. La question 4, on nous dit, on souhaite connecter la topologie les Andna, on souhaite connecter à ce réseau un 3e réseau Ethernet à distance. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a un 3e LAN distant. Et ce 3e LAN, il est constitué de 300 machines. Donc, nous avons 300 hôtes au sein du LAN 3. Donc, spécifier le type d'équipement et de ligne de communication à rajouter et proposer un adressage IP adéquat et donner les tables de routage. Donc, la première réflexion, c'est de se dire, nous avons besoin, madame le site, il est distant, le LAN 3 est un site distant. Donc, il est nécessaire d'avoir un routeur, un 2e routeur. Parce que là, on va assurer une communication entre 2 LAN distants. Ils sont distants, les LAN. Donc, je suis obligé de rajouter un routeur. D'accord? Donc, on rajoute R2, un 2e routeur. Ensuite, il faut assurer la liaison entre le premier routeur R1 et le routeur du site distant. À chaque fois que vous avez un site distant, il vous faut, et que vous avez un premier routeur au niveau du site 1, il vous faut un 2e routeur au niveau du site 2. C'est comme ça qu'on assure une connexion entre 2 sites distants. Maintenant, pour connecter les 2 routeurs, R1 et R2, on a le choix. Si le budget de l'entreprise le permet, on va faire appel au service d'un opérateur de télécom
on va dédier une ligne, on va acheter une ligne spécialisée et on va là connecter nos deux routeurs. L'opérateur de télécom, il nous tire un câble entre les deux sites TANA. On connecte les deux routeurs via une LS et on règle le problème. Le type du signal, c'est toujours numérique, donc on n'a pas de problème. Maintenant, si le budget de l'entreprise ne nous permet pas d'acheter une LS, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une LC, donc on va essayer de traverser toujours, on va faire appel à l'opérateur de télécom, on va se munir de modems de part et d'autre, et on va utiliser une ligne commutée, d'accord, plus des modems. Alors, pourquoi les modems? Pour assurer la conversion du signal numérique en un signal analogique et vice-versa. Voilà. Donc, à l'HSAB, le budget de l'entreprise, on opte pour une solution ou l'autre. L'essentiel, c'est qu'il nous faut deux routeurs. Maintenant, pour les connecter, soit on achète une LS, si le budget le permet, sinon, on utilise une LC. D'accord? On va traverser un réseau commuté, comme le réseau téléphonique, et on rajoute des modems de part et d'autre. Maintenant, pour l'adressage. IP, alors, est-ce qu'on peut garder la même adresse le 2510A? Alors, on a comme adresse, on a une adresse de classe A, ou comme on a deux sous-réseaux, donc c'est un masque /24. Est-ce que la combinaison, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser toujours le même principe pour le LAN 3? C'est-à-dire, le LAN 1, on a l'adresse 2510.1.0. Le LAN 2, on a l'adresse 2510.2.0. Est-ce que, par exemple, le LAN 3, on a l'adresse 2510.3.0, sachant qu'il doit contenir 300 machines? D'accord? Alors, on ne peut pas garder le même adressage, d'accord? Donc, l'adressage précédent, on va dire, ne satisfait pas les besoins du LAN 3. Pourquoi? Parce que le LAN 3, il sera 300 machines. Or, avec un masque /24, je peux définir combien de machines? 254. 254, exactement. C'est 2 à la puissance 8. Il y a le dernier octet pour définir les machines. Donc, 2 puissance 8 moins 2, c'est 254. Donc, 254, c'est insuffisant. D'accord? On va dire que les 254, les machines, sont inférieures à nos besoins. Les Houma, 300 machines. Donc, on ne peut pas garder l'adressage. Donc, l'adressage qui a été proposé au niveau de la question, au niveau du schéma, on ne peut pas le garder parce qu'il ne satisfait pas les besoins du LAN 3 qui, lui, nécessite donc, au minimum 300 machines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on garde la même adresse, donc le 2510, et on va changer le masque, soit on prend une adresse de classe B. C'est donc les options qui s'offrent à nous. Donc, nous avons deux choix. Soit je garde l'adressage HEDA de classe A, le 2510, ça le masque. Au lieu de travailler avec un masque /24, nous allons un masque /16. Et donc, je vais créer des réseaux de type 2510.00, 2520.00, 2530.00. D'accord? Les idées sous réseau. Ou la 2510, 2511, 25. L'essentiel, chaque LAN n'a pas un ID des réseaux différent de l'autre. Et je travaille avec un masque /16. D'accord? Soit je change carrément d'adresse et je prends une adresse de classe B. Une adresse de classe B avec un masque classique /16 et je définis autant de LAN classe B d'accord? Donc, si vous voulez, pour rester à peu près proche de l'exercice, qu'est-ce qu'on va dire? On propose de changer le masque. D'accord? Donc, au lieu du /24, on prend le /16. Donc, on va définir les LAN bien là. Alors là, vous êtes libre, hein, vous prenez la combinaison qui vous arrange. Moi, par exemple, je vais prendre le 25
10, 0, 0, slash 16 pour le LAN 1. D'accord. Pour le LAN 2, je prends le 25, 20, 0, 0, slash 16. Pour le LAN 3, je prends le 25, 30. Vous aurez pu prendre une autre combinaison. Hein. 16. Quels sont les LAN? Alors, vous cherchez aussi. La ligne entre R1 et R2, je la comptabilise aussi comme un sous-réseau. Donc, le LAN qui relie R1 à R3, c'est aussi un sous-réseau. Donc, là, je vais une adresse. R2, c'est un LAN. Donc, je peux lui donner, par exemple, 25, 40, 00, slash 16. Parce que ici, avec le slash 16, combien de hots je peux offrir? Je peux offrir 2 à la puissance 16, moins 2. C'est-à-dire, non, 2 à la puissance 15. Parce que nous avons 0. 0, 1, 2. 2 à la puissance 15 moins 2. Donc, on va en tout cas, on va nettement, on va satisfaire. Donc, si on prend 2 puissance 15, 32 768 moins 2, 32 760, 32 766. Là, on peut 32 766 hop. Avec le slash 16, ce qui est nettement supérieur à 300. D'accord. C'est un chiffre qui est nettement supérieur à 300. Donc, j'ai défini le LAN 1, le LAN 2, le LAN 3. Le LAN entre R1 et R2, c'est un LAN à définir. Et Internet aussi, il faut que je lui donne. C'est une interface réseau d'un routeur. Donc, à elle-même, elle définit un sous-réseau aussi. Donc, je prends par exemple la 50, 0, 0, slash 16. Voilà. Donc là, j'ai défini un adressage qui me permet d'identifier donc mes 5 sous-réseaux, parce que j'ai 5 sous-réseaux, les 3 LAN, le réseau Internet et le réseau entre R1 et R2. Donc, pour définir ou là pour donner les tables de routage, j'ai besoin donc de définir les interfaces au niveau de chaque routeur, donc mes gateways. D'accord? Donc, pour chaque LAN, je vais définir une gateway. Par exemple, pour le LAN 1, je vais définir donc une gateway. Alors, par convention, la première adresse IP d'un LAN, on la réserve toujours comme étant la passerelle. Vous pouvez prendre une autre adresse IP, mais c'est-à-dire la convention, c'est ça. Première adresse IP, c'est-à-dire la 25 10 0 1, ça sera ma gateway pour sortir du LAN 1. Ça sera l'interface. Le R1, il est connecté au LAN 1 via cette interface. La même chose, donc je vais prendre une gateway pour le LAN 2. Ce sera donc la 25 1 0 1. Et la gateway du LAN 3. Voilà. Maintenant, remarquez que le réseau entre R1 et R2, j'ai supposé qu'on a utilisé une LS, d'accord? Et donc, j'ai nommé 2 interfaces. La FA00, c'est l'interface du routeur R1, et la FA01, c'est l'interface du routeur R2. Donc là, je suis obligée de leur donner des adresses, parce que c'est des cartes réseau. Donc, je suis obligée de leur donner des adresses. Par exemple, la FA00, donc, on a par exemple la 10, la 25, 40, 01, et la
0,1. Je lui donne la 25, 40, 0,2. Voilà. Alors, pourquoi je renseigne ça? Parce que j'ai besoin de ces interfaces pour déterminer les tables de routage. Donc, en ayant ces informations, essayez donc de me donner les tables de routage du routeur R1 et R2. Rapidement, essayez de dresser les tables de routage de R1 et de R2. Vous avez l'adresse des LAN, vous avez l'adresse des gateways au niveau de chaque LAN, et vous avez l'adresse des interfaces de la LS. Donc, essayez d'établir rapidement les tables de routage de R1 et R2. Alors, pourquoi 2 à la puissance 15 moins 2 et non pas 2 à la puissance 16? Parce que tu commences d'être 0. Avec 16 bits. Ah non, ça c'est vrai. Oui, madame, 16 bits, 2 puissance 16. Ah oui, et 2 puissance 16 moins 2. Je confonds le passage du binaire au décimal avec les calculs. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Le nombre d'hôtes, c'est 65 532. Donc, oui, alors, 65 000. 65 532. Et puis moins 2. Oui, oui, avec le moins 2. D'accord, donc je corrige, oui. 34, madame, c'est 32. Pardon, 34. Ok, donc, oui, c'est 2 puissance 16 moins 2, oui. Voilà. Donc, rapidement, si vous déroulez les tables de routage, R1 et R2.
alors, R1, adresse sortie. Oui, direct. Voilà, 4 direct. Oui. En fait, là, au niveau des adresses, au niveau de la table de routage, on va essayer de mettre les 3 LAN اللي عندنا. D'accord? En général, la LS, on ne la considère pas, هي نحسبوها comme un sous-réseau. La table de routage, ce n'est pas un réseau de destination. D'accord? Donc, on met les réseaux, les machines. Donc, on met le LAN 1. La table de routage, la table de routage fait 2 colonnes principales. Il y a d'autres informations. Principalement, il y a l'adresse du réseau de destination et l'interface de sortie. Donc, les réseaux de destination, c'est les 3 LAN. Le LAN 1, 2, 3. Ou autre pour désigner la route par défaut. Autre, il représente quoi? C'est quoi? C'est le default. C'est la route par défaut. Et dans le cas où l'adresse que je veux atteindre ne se trouve ni dans LAN 1, ni dans LAN 2, ni dans LAN 3, j'emprunte la route qui me permet d'aller vers l'extérieur, c'est-à-dire la route vers Internet. Elle a dit que le LAN 4, la LS, les موجودة بين R1 et R2, ما نحطوهاش comme adresse de destination. Parce que ce n'est pas un réseau qu'on veut atteindre. C'est une ligne par laquelle on est obligé de traverser pour aller vers d'autres LAN. Mais ce n'est pas une destination. Elle a dit qu'au niveau de la table de routage, je mets donc mes principaux réseaux de destination, c'est-à-dire le LAN 1, 2 et 3. Les LAN, donc le LAN 1, 2, ils sont directs. Ils sont directement connectés à R1. Le LAN 3, pour l'atteindre, je suis obligé, donc remarquez bien, je suis au niveau de R1. Pour atteindre le LAN 3, la règle, elle dit que le routeur peut voir toutes les interfaces qui sont connectées à ce routeur, mais il ne peut pas voir au-delà d'un autre routeur. C'est-à-dire R1, il y a une LS qui est connectée à lui, et il connaît les 2 interfaces de la LS. Il connaît la FA00 et il connaît la FA01. Et dans la table de routage, vous mettez toujours l'interface qui se trouve le plus loin. C'est-à-dire la F100. Donc, dans mon cas, c'est la 25, 40, 0, 2. D'accord? C'est comme vous faites le routage statique. Quand vous faites, je ne sais pas, il a de tour de PP ou la Mazal. Le routage statique. Oui, on l'a fait aujourd'hui, madame. Voilà, fixez-vous le IP route pour placer une route statique au niveau de la table de routage. Vous indiquez le LAN que vous voulez atteindre et vous indiquez l'interface de sortie la plus lointaine possible. C'est idem. Donc ici, pour atteindre le LAN 3, c'est comme si on avait une route statique. Si je veux atteindre le LAN 3, il faut spécifier la routeur, l'interface, le routeur R2 qui est visible par R1. D'accord? C'est l'interface de R2, mais qui est visible par R1. Et l'interface de R2 visible par R1, c'est la 254002. C'est la FA01 normalement, schéma TE. Donc, je vais revenir juste vers le schéma pour vérifier. Voilà, c'est la FA01. C'est l'interface de R2 visible par R1. C'est elle qu'on met ici. Et Internet aussi, il est connecté directement. Donc là, soit je mets direct, soit je mets l'adresse IP de l'interface connectée à Internet. Voilà, ça c'est pour R2. Pour R1. Pour R2, le seul LAN qui est connecté directement à R2, donc c'est R3. Donc j'ai un accès direct vers R3. Pour tous les autres LAN, pour 1, 2, pour Internet, je suis obligé de traverser R1. Et donc là aussi, c'est le même principe. Je donne l'interface visible par l'interface de R1 visible par R2, c'est-à-dire la FA00. Donc c'est la 25, 40, 0, 1. Donc c'est la FA. Elle va me permettre d'atteindre tous les autres LAN, y compris
la route par défaut. Voilà. Donc, voici les tables de routage de R1 et R2. Voilà. Lorsque le réseau est directement connecté à mon LAN, donc c'est simple, c'est un accès direct, c'est une remise directe. Lorsque le réseau que je veux atteindre est positionné donc, après un routeur, au-delà d'un routeur, donc je dois communiquer l'interface visible par mon routeur, mais qui est le plus loin possible, c'est-à-dire l'interface du deuxième routeur, du second saut, qui est visible par mon routeur. Alors, la question 5, on va la sauter parce qu'elle fait l'objet du chapitre justement qu'on va traiter après, le chapitre 2. Donc, comme on a assez de temps, donc on peut terminer donc, le chapitre 2. C'est le chapitre qui concerne la détection des erreurs. Donc ici, on va sauter la question 5 et on va aller vers l'autre question, la question 6. Là, il y a un problème de numéro, donc c'est 5, 6, 7. Donc on va aller vers la question 6 avec le tableau dans laquelle on nous dit qu'une machine A veut connecter un serveur web. Donc si c'est OK, on passe à la question 6. Alors, au niveau de la question 6, on nous dit la machine A qui se trouve dans le réseau 1, alors on s'appelle teamgad.usthb.dz parce que là, le domaine dans lequel on est en train de travailler, c'est le domaine usthb.dz. Donc, la machine A, teamgad.usthb.dz, cherche à accéder au serveur web, le serveur W, donc le nom est www.usthb.dz, à travers une application cliente web spécifiant le nom de l'hôte. Remplir le tableau suivant, désignant les différentes trames échangées. Pour établir cette connexion, on supposera que le serveur DNS, le serveur X, le serveur DNS, dont le nom est égal à ns.usthb.dz, se trouvant sur le même réseau que le client A, il dispose de l'information permettant de résoudre directement le nom www.usthb.dz en une adresse IP. La machine A, la configuration TCP/IP a le DNS. D'ailleurs, on le voit sur la figure. Le DNS de la machine A, c'est le 2510.1.33. Donc, ici, pour remplir le tableau, alors la question précédente et cette question ne sont pas liées, mais on va supposer que les questions ne dépendent pas l'une de l'autre. Et donc, ici, pour répondre, pour remplir le tableau, on va supposer qu'on a le schéma suivant. D'accord? Donc, on a le schéma suivant et on va essayer de remplir notre tableau. Le tableau, c'est quoi? C'est la remise indirecte. Il vous explique le fonctionnement de la remise indirecte au niveau du routeur. Parce que là, on est dans quel cas de figure? On est dans le cas de figure où la machine A souhaite connecter une machine dans un autre sous-réseau. Donc, automatiquement, il s'agit d'une remise indirecte. Deux sous-réseaux, on traverse un routeur. Donc, il s'agit de faire une remise indirecte. Là, c'est pour vous expliquer, au niveau du routeur, comment est-ce qu'on traite les remises indirectes. Donc la première trame qui est générée, par A, d'après vous, qu'est-ce qu'elle va contenir comme information? Déjà, point de vue source, est-ce qu'on connaît la source?
Ce qui est sûr, c'est qu'on connaît notre IP source et notre IP destination. L'IP source, c'est quoi? C'est l'adresse de la machine A, parce que c'est elle qui va envoyer la trame. Donc, l'adresse IP de la machine A, donc là, on regarde le schéma, je la récupère depuis le schéma, c'est la 25, 10, 1, 129. L'adresse IP destination, c'est l'adresse IP du serveur W. C'est la 25, 10, 2, 55. Donc déjà, là, on voit bien que l'identificateur réseau du source et de la destination sont différents. واحد 25.10.1, l'autre 25.10.2. Maintenant, d'après vous, la machine A, elle connaît son adresse MAC source. Elle la connaît, parce que c'est elle qui va générer la trame. Qu'est-ce qu'on va mettre comme source pour la MAC, la machine A? On a la source, c'est là où vous voyez ETH. Il y a l'adresse MAC source, c'est Ethernet. Donc, c'est la 08. Le point 00. Le point 02. Le point 54. Le point 2. Le point A. Et c'est l'adresse MAC source de la machine A. Alors, d'après vous, point de vue MAC, qu'est-ce que je vais mettre comme destination? Exactement. مازال ما عندناش. وعلى ما عندناش؟ انا على بالي بلي حبيت ندير ان بينغ ولا جونفوا اون ترام من A ل W. بصح اسكو عندي لادريس ماك تاع W؟ Non, pas encore. ما عنديش. دونك لا ماشين A هي لا ماشين A qui تاخذ l'adresse IP تاع W. Quand elle va appliquer le masque entre l'adresse IP de destination et le masque تاع le réseau, elle va se rendre quoi? Elle va se rendre compte que sa destination se trouve dans un réseau distant. C'est ça? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui. D'accord. Lorsque la machine A se rend compte que sa destination se trouve dans un réseau distant, elle pourra pas, elle sait qu'elle n'a pas le moyen pour avoir l'adresse MAC de cette machine destination. Donc, qu'est-ce qu'elle va remplir au niveau de l'adresse MAC? Elle est où? Celle de l'interface, madame. Très bien. Elle va mettre celle de l'interface du routeur parce qu'elle sait que pour faire parvenir son message à W, elle ne connaît pas l'adresse MAC. Et même avec le protocole ARP, elle ne peut pas récupérer l'adresse MAC. Parce que le protocole ARP, il est niveau 2. Il est le domaine de diffusion. Qui connaît un routeur, le protocole ARP, madame, il ne doit pas, il est niveau 2. Ou le routeur, il est niveau 3. Donc, le protocole ARP, mais au-delà d'un routeur. Donc, il ne pourra pas récupérer l'adresse MAC de destination de W. Donc, la machine A va comprendre que pour atteindre W, son choix, sa première option, sa première et sa dernière d'ailleurs, c'est de consulter son routeur, de contacter son routeur. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, elle va envoyer sa trame. Elle va envoyer sa trame vers le routeur et elle va mettre au niveau de l'adresse MAC de destination l'adresse MAC de l'interface du routeur, A2. Maintenant, le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Là, le routeur, il va décapsuler, bien sûr. Le routeur. Donc, il doit décapsuler cette trame. Et qu'est-ce qui va changer le routeur au niveau de la deuxième étape? Où est le routeur? L'adresse MAC destination. Oui, et est-ce que le routeur d'abord change les adresses IP? Non. 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 En fait,
mais les adresses IP, que ça soit source ou la destination, parce que c'est ça la trame. La trame, elle va d'une source à une destination. Le protocole IP, il travaille au niveau de la couche 3. Les adresses IP source et destination, au niveau de l'entête IP, l'entête du datagramme IP. On ne va pas les changer, d'accord? Parce que c'est le protocole IP, il travaille au niveau de la couche 3, le routeur aussi travaille de la couche 3, donc il peut consulter les adresses IP source et destination. Mais il ne peut pas les modifier, d'accord? Donc, en termes de source et de destination, j'aurai toujours ça. « 129 et 25, 10, 2, 55. » Par contre, lorsqu'il va décapsuler le routeur, il va créer une nouvelle trame Ethernet. Et dans cette nouvelle trame Ethernet, qu'est-ce qui va se passer? Il peut ou modifier les adresses MAC. Donc, il y aura une deuxième trame qui va se créer et la source, ça sera l'ancienne destination. Mon ancienne destination, l'interface, tout lié à la source. La nouvelle source, où je vous l'ai. Là, pour R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter sa table de routage. Et il va se dire, tiens, cette trame, elle est destinée au 25.10.255. Et lui, il sait que pour atteindre le 25.10.255, il faut qu'il sorte à travers l'interface 2. Donc, c'est comme si qu'il va, en décapsulant, il va changer l'adresse MAC source et il va mettre l'adresse MAC source comme étant l'adresse de son interface. Et l'adresse MAC de destination, il va mettre l'adresse MAC de destination de la deuxième interface, interface 2. Donc là, ça va être la A3. D'abord, je vais mettre des points par rapport au schéma. Donc, l'adresse MAC source, là, c'est la machine A. Là, la destination, c'est interface 1. Alors que le deuxième cas, lorsque le routeur décapsule le paquet, il ne touche pas à l'adresse IP source et destination. Par contre, il va changer l'adresse MAC source. Il va mettre celle de l'interface 1. Et l'adresse MAC destination sera celle de l'interface 2. Ça veut dire si comme tu la trame, bon, maintenant, puisque tu veux atteindre W, il faut que tu ailles de interface 1 à interface 2. Il va créer un signal qui va de l'interface 1 à l'interface 2. Il peut dire en consultant sa table de routage. Elle a dit qu'il y avait option commentaire. On aurait dû le garder. Donc, il y a commentaire ou entre parenthèses. En consultant sa table de routage, le routeur, il va modifier les adresses MAC. Voilà. Maintenant, une fois que la trame, le LAN 2, très bien. Maintenant, le LAN 2, on veut atteindre la 25.10.255. D'accord? Donc, on ne change pas nos adresses IP. On peut les voir dans l'entête IP, mais on ne les change pas. Qu'est-ce qu'on va mettre ici comme adresse MAC source? Celle de l'interface 2. Exactement. Donc là, vous voyez qu'on décortique le paquet en 3 étapes. On va mettre l'adresse de l'interface 2. Il est tous les la source. Et l'adresse MAC. Pardon. Et l'adresse MAC de destination. Là, voilà. هنا منين نجيبوا l'adresse MAC de destination? كيف يجيبها الروتر؟ Il a l'IP destination. ماشي الاي بي destination نهضر على الماك. كيف الروتر يقدر يجيب هذا الماك تاع دبليو كيف يقدر يجيبها؟ بروتوكول ARP من لا طابله ARP تاعو. Exactement. Il va utiliser une diffusion ARP, d'accord? Il va dire à toutes les hôtes du réseau 2, je veux contacter l'adresse IP 25.10.255. Pour cela, s'il vous plaît, j'ai besoin de son adresse MAC. Est-ce que
l'adresse IP 25.10.255, je vais faire une diffusion. Et cette adresse IP, la machine qui a l'adresse IP 25.10.255, prière de m'envoyer votre adresse MAC pour que je puisse vous envoyer la trame qui vous est destinée. Et donc, c'est comme ça, il va consulter son cache ARP et le routeur, en consultant sa table ARP, il va trouver la correspondance W, l'adresse IP de W et l'adresse MAC de W. Et à ce moment-là, il va récupérer l'adresse MAC de W, donc la E27F. Là, on va dire que c'est l'adresse MAC de W. Voilà. Donc là, c'est pour vous expliquer comment se fait la remise directe, la remise indirecte d'une trame IP. Donc, quand elle est construite ou quand elle est générée avec le IP source et la IP destination, d'ailleurs qui ne change pas. Mais lorsque le routeur décortique ou la décapsule les paquets, il va faire un changement d'adresse MAC source et d'adresse MAC de destination jusqu'à ce qu'il arrive à la destination finale. Donc, au début, la seule destination MAC destination qu'il connaît, c'est celle de la gateway. Donc, il va mettre celle de la gateway. Au niveau du routeur, le routeur va consulter sa table de routage pour trouver l'adresse MAC de l'interface 2. Et il va se dire que pour faire passer cette trame, je suis obligé de faire sortir mon paquet par l'interface 2. Une fois que l'interface de sortie est désignée, il va procéder à une diffusion ARP. Il va consulter d'abord son cache. S'il trouve une correspondance entre l'adresse IP de W et l'adresse MAC, il va prendre cette adresse MAC. Mais si son cache il est vide, il sera obligé de faire une diffusion dans le réseau 2 en demandant à la machine qui a l'adresse IP 25.10.255 de lui fournir l'adresse MAC. Et une fois qu'elle lui fournit l'adresse MAC, il va créer une nouvelle trame, les fera comme adresse source son interface de sortie et adresse destination, adresse MAC destination, l'adresse MAC de la machine W. Voilà. Donc, ce qui vous semble une opération donc triviale, une transmission simple, quand même, vous voyez que l'aspect en couche, que ce soit le modèle OSI ou la pile protocolaire TCP/IP. Vous voyez que quand on parle de principe de couche, au début, c'est abstrait pour nous. Les couches, c'est théorique. On ne voit pas comment on utilise les couches. Mais quand on décortique le principe de fonctionnement des trames, vous comprenez que finalement, le routeur, il décortique, mais il le message. Et tout simplement parce que vous avez l'IP, où les MAC, c'est niveau 2, et qu'il est obligé de passer niveau 3, niveau 2, niveau 3, niveau 2, niveau 3, niveau 2, 3 fois, pour pouvoir faire parvenir son paquet à sa destination. Donc, c'est là, en fait, où on sent que ce qu'on disait tout à l'heure sur les couches, et il s'exécute dans la réalité, sauf que c'est invisible pour l'utilisateur. D'accord? Bien, donc s'il n'y a pas de questions, on passe à la dernière question, la question sur la fragmentation IP.
Alors, comme je disais, donc on passe, il n'y a pas de question, on peut passer à la question, à la dernière question. Donc, au niveau de la dernière question, on nous demande, alors on nous dit, le réseau 2, ayant un MTU de 3000 octets, que se passe-t-il lorsqu'un datagramme envoyé par la machine W en réponse à la requête web de la machine A, identifié par 1, donc le datagramme, il est identifié par 1, de taille totale égale à 2820 octets, est destiné à la machine A, dont le MTU est de 1500 octets. En fait, donc le MTU, elle est le MTU du réseau dans lequel se trouve la machine A, est égal à 1500 octets, quitte le réseau. Donc là, en fait, il s'agit d'un datagramme qui va partir de la machine W, qui va être créé au niveau donc, du réseau 2, plus précisément de la machine W. Donc, le MTU du réseau est à 3000 octets. Notre paquet, il a une taille de 2820 octets, donc c'est bon. La taille de notre paquet est inférieure au MTU défini. Et ce datagramme, il est obligé donc de traverser R1. Attendez, là, je me suis trompée, hein, parce que là, ce n'est pas R1. Ici, en fait, le datagramme, si, on a LAN 2, LAN 1. Très bien. Donc, donc LAN 2, il va passer à travers R1, et il va atterrir dans un LAN, le LAN 1, qui a un MTU inférieur à 2820 octets. D'accord? Donc, mesdames, 2820 octets, la taille de notre datagramme, est inférieure à la taille du MTU, du réseau dans lequel se trouve notre machine de destination. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une fragmentation au niveau de R1. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Toutes les fragmentations s'exécutent au niveau des routeurs, c'est-à-dire c'est les routeurs qui exécutent les fragmentations. L'opération de réassemblage, quant à elle, elle ne se fait pas au niveau des routeurs finaux, mais au niveau des machines de destination. Donc, la règle, pour ce qui est de la fragmentation IP, c'est de se dire, les fragmentations s'exécutent au niveau des routeurs. À quel moment? Lorsque le MTU du réseau de destination est inférieur à la taille des datagrammes IP. Donc, à ce moment-là, le routeur R1 décide qu'il y aura fragmentation. L'opération de réassemblage, elle se fait au niveau des machines de destination. Donc ici, il s'agit d'expliciter les résultats de cette opération en précisant les champs qui interviennent au niveau des opérations de fragmentation, c'est-à-dire les champs ID, offset et drapeau. Voilà.
Donc, on a une taille de 2820 octets. Lorsqu'on ne vous donne pas de précision, ça veut dire que la taille de l'entête, elle est égale à 20 octets. On prend une taille d'un entête IP standard, donc une taille de 20 octets. Donc, 2820, la taille de mon datagramme, نحي منها 20 octets تاع l'entête, شحال يقعد لي 2800 octets de données. Donc j'ai un datagramme d'origine, F c'est le datagramme d'origine, il fait 20 octets d'entête et 2800 octets de data. Ce datagramme, il sera fragmenté en combien de fragments? Donc pour savoir combien de fragments, je vais consommer d'abord la taille maximale. Donc, un MTU de 1500 octets. Donc, je vais prendre un premier fragment F1 qui est égal à 1500 octets. Donc, vous avez 20 octets d'entête plus 1480 octets de données. Lorsque vous calculez donc 1480 et 20 octets, vous tombez sur vos 1500 octets. D'accord? Donc, le premier fragment fait 20 octets d'entête et 1480 octets de données. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je fais 2800 moins 1480. Je ne sais la data. Donc, je fais une opération, elle fait à 2800, une soustraction. 2800 moins 1480, j'obtiens 1320 octets de données, ce qui est nettement inférieur à 1500. Donc, je peux aisément construire un deuxième fragment. Il fait aussi 20 octets d'entête et 1320 octets de données. Alors, sachez que les deux 20 octets F1 et F2, l'opération de réassemblage, ils vont être fusionnés. Parce que finalement, les mêmes champs, hein, les entêtes IP sont pratiquement identiques, mis à part les trois champs, les ranan explicités. D'accord? Plus le champ longueur totale, bien sûr, les tbedel. Mais sinon, les autres champs sont tous identiques. D'accord? Les champs protocole, version, TOS, adresse IP source, adresse IP destination, ils sont identiques. Les seuls champs, les tbedlo, le datagramme F1 et F2, comme le champ ID, donc on va le renseigner tout de suite, il est identique, parce que ce sont deux fragments d'un même datagramme d'origine. Donc, ils doivent avoir un identificateur unique. C'est celui qui a été spécifié dans l'exercice, c'est le ID1. D'ailleurs, l'opération de réassemblage, si j'ai plusieurs fragments, quel fragment appartient à quel datagramme d'origine, c'est avec le ID. Si une machine de destination doit faire plusieurs réassemblages, c'est à travers l'idée qu'elle peut réassembler les datagrammes les fragments d'un même datagramme. Donc, qui connaît le même idée, ça veut dire que ce sont des fragments d'un même datagramme. Donc, que ce soit pour F1 ou là, que ce soit pour F2, on va voir un seul identificateur, les voies 1. Maintenant, l'offset. L'offset, ou le déplacement. Donc, on a le champ offset ou là, le champ déplacement. Il précise quoi? Il précise le début de la data dans chaque fragment par rapport à l'entête du datagramme d'origine. Donc, on a la fin de l'entête du datagramme d'origine. Les premiers fragments, ils ont toujours des déplacements de 0 octet. Donc, le premier fragment, par exemple, F1, le déplacement TAU, il est égal à 0 octet. Ça veut dire que la donnée TAU par rapport au datagramme d'origine, tibda en effectuant un déplacement de 0 octet après l'entête d'origine. D'accord. Alors que le deuxième fragment, je vous montre quel est le offset du deuxième fragment. Pour atteindre la data du deuxième fragment, je suis obligé d'effectuer un déplacement de 1480 octets par rapport au datagramme d'origine. Donc, qui classe l'entête sur le datagramme d'origine, je dois faire un saut, il y a un déplacement de 1480 octets pour trouver la position du champ data du deuxième fragment. On va mettre 1480 pour le deuxième fragment. On doit aussi spécifier le champ drapeau pour les deux fragments. Alors qu'on a le champ drapeau fait 3 bits, le dernier bit, on ne l'utilise pas. Le premier bit, on a, c'est le don't fragment, le DF, il est mis à 0. D'accord? Pour pouvoir fragmenter le datagramme, parce que si vous avez un datagramme qui doit être fragmenté et son DF est égal à 1, c'est un datagramme qui sera, on va dire, éliminé. Je ne pourrai pas le fragmenter ou lazim fragmenta. Donc, le champ DF, donc, il est à 0. Et le champ next fragment,
il précise s'il y a un fragment qui suit ce fragment-là. On a un deuxième fragment qui suit le fragment F1. Donc, on va mettre le bit HADA, le deuxième bit A1. Le dernier bit, on n'utilise pas. Donc, le champ drapeau du premier fragment, il est à 0,1. Et le champ drapeau du deuxième fragment qui est en même temps le dernier fragment, c'est le deuxième et dernier fragment. Donc, dans fragment, il est à 0. Ça veut dire qu'on peut fragmenter le datagramme d'origine. Et next fragment aussi, il est à 0. Parce qu'on n'a pas un dernier fragment. On n'a pas un autre fragment qui suit le fragment 2. Donc, on va mettre le champ drapeau du deuxième fragment à 00x. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'on fait la fragmentation du datagramme. Et donc, je le dis, si une fois qu'on fait la fragmentation F1, F2, on va les deux fragments ils au niveau de la machine de destination, liée à la machine A. La machine A, grâce au champ ID, offset et drapeau, elle va réassembler les deux fragments. Mais si jamais, par exemple, la machine A se trouve dans un réseau distant et que les deux fragments doivent traverser un deuxième routeur et que le réseau dans lequel se trouve la machine A un datagramme, par exemple, qui est un MTU qui est inférieur à 1500, à ce moment-là, les deux fragments aussi vont subir une deuxième fragmentation. C'est-à-dire, le cas. Un autre cas où les fragments ils doivent passer par un deuxième routeur qui est connecté à un réseau et un MTU inférieur. Donc, il se pourrait que même des fragments subissent une deuxième fragmentation. Donc, chaque fragment donnera naissance à deux fragments. Bien sûr, lorsque le fragment il donne naissance à des fragments, lui-même, il est supprimé. Et au niveau de la machine de destination, donc au lieu de réassembler deux fragments, on va réassembler peut-être 4 ou là 3 fragments. D'accord? Voilà. Donc, c'est les choses à retenir concernant les fragments, la fragmentation IP. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. si on avait une deuxième fragmentation, comme vous avez dit, si on avait un deuxième routeur, Oui. le bit de fin du dernier fragment dans le drapeau, comment on le ferait éventuellement si on doit fragmenter F1, par exemple, en deux fragments? Tu parles du champ drapeau? Oui. Là, par exemple, le cas qu'on a une autre fragmentation à faire. Alors, je veux juste couper. Attendez. Je fais là. Donc, là, au lieu de F1, tu vas avoir par exemple F1, toujours le même ID. Le offset, il compte 0 octet. Le drapeau, c'est 0,1x. D'accord? Là, il y a F1, 2. Là, ID 1, drapeau 1400, saut 1400, bon, je ne sais pas le offset. Là, il y a F1, 2, donc il y a 0,1x. Ce n'est pas le dernier fragment. D'accord? Par contre, au niveau du deuxième fragment, le premier fragment, on l'a fragmenté en deux. Le deuxième fragment, tu vas aussi le fragmenter en deux. Il y a F2, 1, d'accord? Les offset, ça sera plus 0 octet, mais ça sera, si vous voulez avoir l'exemple, on va dire par exemple, là, tu vas avoir une séquence, en fait, au niveau du drapeau. Tu vas avoir quelque chose comme ça. Tu vas avoir le premier drapeau, c'est 0,1x. Alors, là, si tu veux que j'explicite uniquement le champ drapeau, tu vas avoir ça, par exemple. Tu vas avoir le premier drapeau, tu as F1, 1. Champ drapeau sera 0,1 x. F1, 2 sera 0,1 x. F2, 1. Mais le fragment du deuxième fragment, ça va être le 0,1 x. Et le F2, 2, ça va être
le 00X. Donc, les champs drapeaux. Le champ offset, bien sûr, il y a 0 octet. D'accord. Là, par exemple, offset, si vous voulez, je ne sais pas, par exemple, on va dire 500, je ne sais pas, 500. On va là, il y aura par exemple, on a la taille, on a 2000, 1280. 2880, donc 2880, non, 2820. 2820. 2820, ما حسبي زعما نقولوا 500 et 500 نطيحوا في 1000 ما ندوش 500 ما باش نطيحوا لا تاي توتال تولي تقسمي الاوفست تاعك باغ اكزومبل 700 non 700 شحال طيحي في 1400 عندنا 2800 انا ديري pour avoir 1700 ديري par exemple هنا 800 حيت 1600 شحال يقعدوا لك من بعد 2800 moins 1600 004 ah non 1400 c'est beaucoup 8 moins 6 4 8 moins 6 2 1200. L'offset du F2.1, c'est pas... Oui. L'offset du F2.1. L'offset à wesh? L'offset à un fragment 2.1. Pourquoi c'est 1000? Pourquoi c'est le même offset que F1.2? Non, je ne sais pas, aller noter des exemples, mais je veux retrouver le même... supposons que F1.1, la taille TAO, c'est, je ne sais pas moi, c'est, on va dire, c'est 800. Oh, la taille de F1, c'est 800. Oh. Supposons F1.1 de 800. F1.2 de l'offset TAO, c'est 800. Voilà, il voulait 800. Ici, نحسب باش نطيح في 800 fois 3, شحال طيح لكم 2400. Donc l'offset F2.1 c'est 1600. Voilà, 1600 هكذا. شحال يقعدوا لنا pour le dernier 2400. L'offset, son offset 2400. Voilà, voilà. Ils auront des tailles de combien? De 800, 800, 800. بعد الآخر il va avoir une taille de 400. Voilà, هكذا. هي قالت لي كيفاه يكون تكون هكذا الا كانت عندك une deuxième fragmentation par exemple, c'est ce que tu auras. D'accord, oui. Voilà. Il faut avoir un seul drapeau, un seul fragment final, et le 00X, le F22, ou bien les autres fragments, tu vas les ordonner à le ID ou à l'offset. Donc, au lieu d'avoir 2 fragments, tu vas avoir 4 fragments. Chaque fragment lui-même, il sera fragmenté en 2 autres fragments. Maintenant, j'ai une question. Non, l'idée du fragment F1.1 et F1.2, c'est 1. Et عندهم le même idée, même s'ils sont fragmentés une deuxième fois, il y aura l'idée c'est le même. Bien sûr, شوف هنا ID c'est 1 وهنا ID c'est 1. À la base, 1 et 2, ils ont le même fragment à la base. Oui, oui. Ils ont le même idée plutôt. Oui, oui, madame. Et même, on va dire الزوج يتنحاو يتسوبريماو ويوليو في بلاصتهم 4. بصح هاد 4 ils appartiennent au même idée parce qu'on va les réassembler هادو. D'accord, c'est bon, oui, oui. Merci. Ah oui, l'idée là, c'est le même. Hein. Il faut le rajouter ici. Madame, donc même si le fragment F1.2, il est considéré comme étant le dernier fragment du fragment d'origine F1, mais quand même, il aura un drapeau de 0,1. Oui, parce que le fragment 1, à la base, le fragment 1 avait une suite. Donc, il saura qu'il y a encore une suite qui arrive. Puisque le fragment 1 avait une suite, même son dernier fragment, il aura toujours une suite.
D'accord. C'est vrai que c'est Ça le sera un seul. C'est vrai que c'est le dernier fragment, le fragment 1, mais madame, le fragment 1, il avait déjà une suite qui est le F2. Donc, il aura toujours un drapeau de 0 à 1x. Donc, il sait déjà que F1, il le suit un F2. Donc, il aura toujours un drapeau de 0 à 1x et non pas 0 à 1x. D'accord. Au contraire, s'il y avait 0x, on va avoir un problème parce que il faut avoir un seul fragment final. D'accord? Un seul fragment de fin. Toujours. Toujours, لازم يكون عندكم un seul 00x. D'accord, merci. Voilà. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, donc je m'arrête là. Je préfère commencer le dernier chapitre soit samedi, donc je vous tiendrai au courant. Donc attendez mon mail pour mardi. Si je confirme qu'il y aura cours mercredi, donc on fera cours. Sinon, on va essayer de le faire samedi à la section B. Je vais vous si nous dirons un seul cours en commun à la section B. D'accord? D'accord. Le créneau, alors samedi, on a libre à partir de 11h, 11h10. On est libre à partir de 11h10. Très bien. Voilà. Au pire des cas, je suis comme ça, 11h10, le midi 10. Je suis comme ça le samedi. D'accord, madame. Ok, et je vous confirmerai pour la reprise en présentiel. Est-ce que c'est la semaine prochaine ou là c'est le 3? Oui, s'il vous plaît, confirmez. Parce que... D'accord, merci. Dès que j'aurai la réponse, Inch'Allah. D'accord, madame, merci. Très bien, donc je vous remercie. Merci à vous. Madame, vous avez une question sur le chat. Madame. Alors, mais le F1 1500, comment? F1 1800 J'ai pas compris. En fait, on a le fragment F1 qui a une taille de 1500. Donc, on est censé avoir F1 800 et F1 700, pas 800. Voilà, c'est ça la question, madame. هنايا في les 4 fragments هنايا. عندنا لو F1 هذاك فيه 1500 كيفاش رحنا درنا له 800 oui, ça. تعطيني 1600. C'est vrai, tu as raison, oui. Non, c'est pas celui-là. L'offset, c'est 800. L'offset est pas Non, madame, l'offset c'est 0 الأول من بعد يولي 800. C'est vrai, صحيح. لا بصح عندها الحق الا كان لا طاي تاع الاول 800 تما هنا لا طاي ما توليش 800 شحال تولي لا طاي سي لا طاي تاع الاول تبقى هي لا بلوتو لا طاي تاع الدوزيام ما توليش 800 لا لونغور توتال فوالا تولي 700 فوالا هنايا لونغور توتال تولي 700 اوكتي وي جافي ريزون D'accord, merci madame. Voilà, je vous en prie. En fait, هذا درناه juste pour باش نبين لكم كيفاه نديروا la deuxième fragmentation برك. Sinon, on aurait donné un énoncé plus concret. Madame, l'offset, ce serait pas 780 de F1.2? Oui, le offset à wesh. T'as le F1.2. Alors, le F... 780, puisque c'est par rapport à la... Ah oui, 720, tu veux dire. 720. Parce que l'entête. Oui, plutôt, voilà. 720, oui. Oui, longueur totale. C'est la longueur totale. La longueur de la donnée plus l'entête. En fait, s'il y a une incohérence les chiffres, c'est normal. Hein. Bon, ne prenez pas trop à cœur les offsets, parce que c'était juste pour vous montrer les drapeaux surtout qui fait icono les fragments. Donc peut-être qu'on a raté quelque part les tailles. Hein. Maintenant, vous pouvez remontrer le slide, le 53, s'il vous plaît, 2 secondes. 53. 53. Attends. C'est à l'origine ce qu'on avait. Oui, voilà, donc l'offset de 1, 2, ça va être 780. Là,
l'offset ما تحسبيش le 20 madame mademoiselle. Eh oui, بصح madame, on a la taille, si on veut être précis dans nos calculs, on a la taille du premier fragment qui est 780 plus 20 octets du header. Donc on aura 780 bits de données. Donc l'offset F1.2, il sera 780. Voilà, 780. F1.2. La longueur totale ou l'offset? Non, l'offset, madame, l'offset. La longueur totale de F1.1, c'est 800 octets. Les 800 octets, donc on a 780 octets de données. Mais chez 800 octets de données, parce qu'on a les 20 octets à le header. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas en train de... D'accord. Oui, La longueur totale, c'est 780 plus 20, donc on a attendez, non, la longueur totale, tu fait 800. Oui, 780 plus 20. Voilà, donc tu fait 800. Bon, quelle la longueur totale? On parle de l'offset, madame, pas la longueur. La longueur, c'est 800. Ah, d'accord, la longueur, là, c'est 800. Total, ce sera 800, 780 plus 800. L'offset, c'est 780, oui. Voilà. وهنا ما يتبدلش si parce que 780 Si, déjà la longueur totale du fragment F1.2 elle est fausse, c'est pas 800, c'est 740. هنا F2.1 elle est correcte. Ça c'est juste pour donner. Oui, il faut faire les calculs. Il faut faire les calculs pour les voilà. On va faire les calculs. Parce que là, on n'a pas donné un exercice dans ce sens. Donc, c'était juste pour montrer comment se fait la fragmentation. Si on devait faire 4 fragments, comment est-ce qu'on doit expliciter les champs de rapport. Il faut faire les bons calculs, bien sûr, pour trouver les tailles et les longueurs totales et les offsets de chaque fragment. De toutes les manières, quel est l'exercice? On va dire l'exercice 6. L'exercice 6, il est dans la séance de présentiel, fait aussi une question sur la fragmentation. Oui, normalement, il y aura 2 fragmentations à faire. Donc, on pourra la refaire. D'accord. Merci. Ok, merci à vous. D'accord, à la prochaine, madame, merci. Inch'Allah, merci. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights.